un webinaire qui donc est intitulé «Qu'est-ce qu'une orientation réellement choisie?» Un thème qui nous porte, voilà, qui est un thème qu'on nous intéresse beaucoup à Job IRL. Et pour présenter un peu ce sujet, voilà, notre sociologue attitré, Jules Donzelot, qui va donc pouvoir vous faire un peu une présentation, voir quels sont un peu les ressorts des inégalités en matière d'orientation, chiffres à l'appui, mais aussi voilà, avec son expérience au sein de l'association, et donc de voir en quoi aussi le mentorat, évidemment, peut jouer sur ces parcours d'orientation. Et donc, sans plus attendre, voilà, je vais lui passer la parole et évidemment, à la fin, on aura le temps pour quelques questions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie à tous et je passe la parole à Jules. Eh ben, merci beaucoup, Jean. Bonjour à toutes et tous, le Club des 15 du midi. Alors, on va parler effectivement aujourd'hui d'une orientation réellement choisie. Rapidement, quand même, avant, je me présente. Je suis Jules Donzelot, je suis sociologue, directeur scientifique de Job IRL depuis 6 ans. Euh, donc, je fais les mesures d'impact de nos programmes. Je fais aussi de la conception de la stratégie des programmes, du benchmark international. Enfin, on essaie d'alimenter avec la recherche scientifique nos programmes pour les améliorer et pour avoir des innovations que d'autres n'ont pas. Mais aussi des réflexions, comme ici, sur la nature de l'orientation, sur les mécanismes profonds de l'orientation. Et donc, on parle énormément, comme vous savez, de choix d'orientation. Mais aujourd'hui, on va essayer de se poser une question simple. Qu'est-ce qu'une orientation réellement choisie? Est-ce qu'on choisit tous notre orientation réellement dans les mêmes conditions? Est-ce qu'on fait tous des choix d'orientation éclairés, sans effort, juste en nous basant sur nos goûts? Chez Job IRL, on dit souvent qu'il faut aider chaque jeune à trouver un projet d'orientation à la fois ambitieux, réaliste et véritablement choisi. Qu'est-ce qu'on entend par là? Plus généralement, qu'est-ce que la liberté en orientation et surtout, comment est-ce qu'on est libre dans son orientation? Est-ce qu'on l'est d'emblée? Est-ce qu'on devient? Est-ce que ça reflète notre déterminisme ou bien notre libre arbitre? Soit je ne choisis pas vraiment parce que tout dépend de ma situation, de mon vécu passé, soit au contraire, je choisis ce que je veux, indépendamment de mon expérience, en me basant uniquement sur mes envies. C'est un peu les deux pôles, le déterminisme et le libre arbitre, qui conditionnent la vision qu'on peut avoir de la liberté. Donc on va voir dans ce webinaire que la réponse à notre question de départ, elle n'est pas simple. Comprendre les inégalités en orientation, vous l'avez compris, ça suppose de comprendre la liberté. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a des jeunes qui font des choix différents sans qu'il s'agisse d'inégalité, l'expression de leurs préférences, ou bien est-ce qu'on a des jeunes plus ou moins avantagés lorsqu'il s'agit de faire des choix d'orientation, et alors on aurait raison de parler d'inégalité en orientation. Donc, point de départ, c'est que chaque jeune est libre de faire les choix d'orientation qu'il veut. Mais dans ce cas-là, comment on explique? L'important, c'est la persistance des inégalités d'orientation qu'on constate en fonction de le genre, l'origine sociale, l'origine territoriale. Alors ici, il y a vraiment quelques exemples, mais qui expriment, qui manifestent très bien que certains milieux sociaux, mais aussi certains genres, garçons par rapport aux filières scientifiques et techniques par exemple, certains milieux favorisent des choix plus ambitieux et souvent plus réalistes que d'autres. Dans d'autres milieux, on a des choix d'orientation qui peuvent apparaître plus décalés, à la fois par rapport aux envies des jeunes, par rapport à leurs capacités, et aussi souvent par rapport au marché de l'emploi. Et donc ces différences de choix d'orientation entre les favorisés et les défavorisés, c'est ce qu'on appelle les inégalités en orientation. Alors, quelques chiffres rapides, hein, qui nous ont frappé, qu'on utilise chez Job IRL, c'est sur les différences d'accès à la voie du lycée général, ne serait-ce que ça. Donc, dès la fin du collège, l'entrée au lycée, on a une surreprésentation des catégories socio-professionnelles CSP+, donc plus supérieures, de 80% contre 35% pour les CSP inférieurs. Donc, on est déjà à plus du simple au double à 15 ans à l'entrée au lycée général sur ce type d'orientation. Ensuite, on a les différences d'accès aux études supérieures avec 90% pour les CSP+, 34% pour les CSP-. Donc, on retrouve ce
fossé social de participation à un certain type de formation et d'études supérieures. Et on peut aussi citer voilà, les différences de genre sur l'accès au parcours dans les sciences et techniques. C'est un sujet qui est très porteur aujourd'hui, qui est très important. On voit qu'un garçon sur deux qui a un bon niveau en maths se projette dans ce secteur contre seulement 20% des filles ayant le même niveau en maths. Donc là, on a un fossé genré d'une trentaine de points qui est, là encore, dès l'âge de 15-16 ans, extrêmement fort. Donc, on a des inégalités importantes. Mais pour lutter contre ces inégalités, ben, il va falloir les comprendre. Donc, quelles sont les causes de ces inégalités en orientation? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a raison de parler d'inégalité, comme on voyait tout à l'heure? Peut-être qu'il faut parler simplement de préférence, ou pas. Donc, pour faire un petit bond en avant sur ce sujet-là, on revient à la question du mot choix, choix d'orientation. En fait, le mot choix, il donne l'illusion de la liberté. On vous dit vous avez le choix, donc automatiquement, on suppose que vous êtes libre. On parle donc de choix d'orientation, mais on ne parle pas du menu au sein duquel le choix est fait. Quand on fait un choix dans un restaurant, voilà, on a un menu, et puis bah, peut-être qu'à la table d'à côté, ils ont un menu beaucoup plus grand, donc ils vont faire des choix différents, et vous, vous êtes restreint, contraint par le menu qu'on vous a proposé. Donc, choisir parmi quoi? Il y en a qui ont quasiment pas de menu, donc on peut dire qu'il n'y a pas de vrai choix. Il y en a qui ont un menu très réduit, on peut dire qu'il y a un choix contraint. Et puis, il y en a qui ont un menu élargi, diversifié. Et ceux-là, peut-être, pourront faire des choix éclairés, plus positifs, plus libres. Donc la question, c'est comment se construit le menu de l'orientation? Est-ce que c'est le résultat du passé, point barre, ce que j'ai vécu me détermine entièrement, et est-ce que, au contraire, la possibilité offerte aux jeunes défavorisés, par exemple, d'accéder à des choix inhabituels vis-à-vis de leur milieu d'origine, est-ce que là, c'est quelque chose qui est tout à fait possible ou quelque chose qui est limité par cette mécanique du menu de l'orientation? Donc, comment expliquer ces inégalités, ces différences d'orientation? On va passer en revue les principales hypothèses connues pour expliquer les inégalités en orientation, et on va voir que sur les quatre qu'on va passer en revue, finalement, il semble qu'il n'y en ait aucune de totalement satisfaisante. Mais néanmoins, il faut les passer en revue. Et donc, on va commencer par la première explication, celle qui vient spontanément dans le sens commun, souvent quand les gens en parlent, c'est tout simplement la responsabilité individuelle. Donc évidemment, un jeune, s'il voulait vraiment, bah, il ferait des efforts, il pourrait y arriver, il pourrait se donner les moyens, il pourrait réfléchir mieux, il pourrait se responsabiliser. Alors évidemment, c'est pas totalement faux. L'engagement individuel, la responsabilité individuelle, elle a sa place dans les questionnements sur l'orientation. Le problème, c'est qu'elle repose sur une hypothèse très forte, c'est que tout le monde disposerait au départ des mêmes ressources pour vouloir choisir, persévérer, s'engager, activer cette responsabilité individuelle dans l'orientation et dans l'éducation. Alors que pour vouloir choisir et donc pour pouvoir persévérer, il faut déjà savoir que l'option en question existe, que la possibilité existe. On ne peut pas choisir ce qu'on ne connaît pas. C'est très important. Il faut savoir se représenter ce que cette possibilité implique, à quoi ça ressemblerait. Si je veux faire des études de droit à la fac et que j'ai jamais mis les pieds dans une fac et que je sais pas vraiment ce que c'est le droit puisqu'on l'apprend pas au lycée, eh ben, à quoi ça ressemblerait si je faisais ce choix? On a besoin aussi de cette information-là. Et enfin, on a besoin d'un sentiment de légitimité. Est-ce que je me sens autorisé à envisager ce choix? Je veux faire des études de droit, mais je suis dans un quartier, personne n'a fait d'études de droit. Le maximum que font mes copains, c'est un BTS. Mes parents, ils m'encouragent à penser au bac et ensuite à prendre un métier. Mais le droit m'attire. Est-ce que je suis légitime à faire ce choix? Et donc là, on va aussi avoir des besoins pour aider les jeunes là-dessus. Alors, on va passer à une explication différente, mais voilà, complémentaire, on pourrait dire. C'est l'idée que bah, l'orientation, ça reflète avant tout les résultats scolaires. L'orientation en France, c'est quand même très souvent un conseil de classe qui se réunit, qui regarde les notes, le bulletin, les commentaires des profs,
et qui va dire, bon, bah, lui, on peut l'envoyer plutôt en lycée pro, lui, on peut plutôt l'envoyer en CEPA, lui, on peut au contraire l'encourager à faire des études scientifiques longues, etc. Donc, oui, très bien. Évidemment, le niveau scolaire, c'est une explication plausible d'une partie des différences d'orientation. Les inégalités de réussite, elles existent. Elles sont documentées. On les voit souvent dans les médias. Si vous prenez les fameux résultats PISA, les tests qu'on fait passer dans tous les pays de l'OCDE, on voit régulièrement dans les médias la France très mal classée. Et la France, en particulier mal classée sur un point, que je vous ai mis en bas à droite, là, sous la photo, c'est les écarts de performance entre les catégories sociales favorisées et les catégories sociales défavorisées. Alors, ça vaut pour les maths, ça vaut pour le français. En l'occurrence, en compréhension de l'écrit, vous avez un écart de 113 points. Il faut savoir que 113 points de PISA, ça correspond à peu près à entre 2 et 3 années de scolarité. Ça veut dire que à 15 ans, un jeune défavorisé, il a en moyenne 2 ans, 2 ans et demi de retard scolaire sur la maîtrise du français par rapport à un enfant de milieu socialement favorisé. Donc, il ne faut pas se leurrer. Ces inégalités scolaires, elles conditionnent clairement des inégalités d'orientation qui ne sont pas dues à d'autres paramètres, mais qui sont vraiment dues à la performance scolaire telle qu'elle est mesurée dans notre système. Donc, très bien, le problème de cette hypothèse, c'est que si on dit c'est l'explication unique des choix d'orientation, eh ben, on se rend compte qu'on a tort. Parce que quand on regarde des gamins favorisés et défavorisés, quand on regarde ceux qui ont le même niveau, résultats scolaires équivalents, on voit que les décisions d'orientation sont malgré tout très différentes en fonction de l'origine sociale. C'est-à-dire qu'un jeune défavorisé qui a exactement le même niveau scolaire qu'un jeune favorisé va prendre des décisions d'orientation radicalement différentes. Et ça démontre que les inégalités d'orientation, ce n'est pas que l'expression des inégalités scolaires, c'est aussi l'expression d'autres choses. Et donc, il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce que c'est cette autre chose. Alors, est-ce que ce serait tout simplement, c'est une autre explication un peu liée à la responsabilité individuelle, c'est l'idée que bah, finalement, les jeunes des quartiers, les jeunes du rural, ils manquent d'ambition. Ils manquent d'ambition par rapport aux jeunes des grandes villes, tout simplement. C'est donc une réalité avec laquelle il faut faire. Bon, très bien. Sauf que là encore, on constate que à résultat scolaire équivalent, les élèves d'origine modeste, ils vont se projeter moins souvent vers des études longues, mais plus favorisées. Par exemple, comme on peut voir dans le graphique à droite, vous avez seulement, allez, on va dire 30% des jeunes ruraux défavorisés et 35% des jeunes des villes défavorisés qui aspirent à un diplôme de niveau Master 2. D'un autre côté, chez les favorisés, vous êtes à 52% des ruraux socialement favorisés et 64% des jeunes des villes socialement favorisés qui aspirent à un diplôme de Master 2. Donc on est du simple au double, littéralement, quasiment, dans les aspirations en fonction du territoire d'origine et de l'origine sociale. Donc, ces aspirations, bah, elles semblent quand même vachement conditionnées par des paramètres extérieurs. Donc, on se dit, bah, effectivement, les jeunes ruraux, ils n'ont jamais été dans une grande ville, ils n'ont pas vu un établissement post-bac, ils n'ont pas rencontré d'étudiants. Comment est-ce que finalement ils pourraient choisir spontanément d'aller faire un master dans une grande métropole éloignée? Bon, effectivement. Donc, il faut comprendre comment se forment les aspirations. Et il faut intervenir pour que les jeunes défavorisés puissent développer les mêmes aspirations, ou en tout cas des aspirations équivalentes que celles des jeunes plus favorisés. Et donc, si les aspirations sont construites socialement, territorialement, bah, la question, c'est finalement à quoi les jeunes ont-ils réellement accès pour construire leurs aspirations? Comment est-ce qu'on peut les aider à les construire? Mais finalement, surtout, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas accepter que, bah voilà, il y a ces différences d'aspiration, ces différences de résultats, ces différences de choix. Et peut-être que ça reflète pas la responsabilité des individus, peut-être que c'est le système qui est fait pour produire ces inégalités. Et donc, on passe à une quatrième hypothèse, la dernière avant de passer un peu plus à la théorie de Job-IRL,
Nombreux sont ceux ici qui ont déjà entendu, à mon avis, le nom de Pierre Bourdieu, le sociologue des années 60-70 sur l'école et sur la reproduction sociale. C'est un sociologue extrêmement important qui affirme que les inégalités en orientation et plus globalement en éducation, elles sont structurelles. C'est-à-dire que c'est un phénomène de structuration de la société elle-même. Ce qu'on observe à la surface, les choix d'orientation, les décisions finales, ces trajectoires scolaires différentes en fonction des élèves favorisés ou défavorisés, ce serait le résultat d'une partie invisible de l'iceberg école qui ne serait pas du tout un espace neutre, purement méritocratique, contrairement à ce qu'on pense, mais ça serait une forme d'invention de l'élite bourgeoise qui vise à préserver leurs avantages par une organisation, par des contenus scolaires qui favoriseraient systématiquement les catégories sociales supérieures. Donc, l'école serait un instrument des classes supérieures visant à exclure les classes inférieures de l'accès au meilleur parcours. Si on s'en tient à du Bourdieu littéral, c'est ça. Et donc, hop, comment est-ce que cet instrument fonctionne selon Bourdieu? En faisant dépendre la réussite scolaire principalement de deux éléments, le capital scolaire, excusez-moi, lapsus, le capital culturel, c'est-à-dire le capital scolaire, c'est la culture générale, et le capital social, c'est le réseau familial. Donc capital culturel et capital social sont déterminés de façon à ce que les CSP- échouent, qu'ils ont moins de capital, tout simplement, et que donc le système fait qu'ils ne peuvent pas réussir. Donc ça, c'est la théorie de Bourdieu. Et Bourdieu, évidemment, il a raison de montrer que les inégalités d'orientation, elles s'ancrent en profondeur dans l'école. Il est même possible qu'il ait raison en disant que si vraiment on voulait atteindre une meilleure égalité des chances dans l'éducation, il faudrait changer le système en profondeur et descendre sous la surface de l'iceberg pour vraiment faire une transformation de l'école. Et en même temps, si on garde l'explication de Bourdieu et qu'on garde notre système scolaire actuel, on n'a pas de solution. Bourdieu, il nous dit finalement, bah, c'est impossible d'agir efficacement sur ces inégalités si on ne change pas tout le système. Et là, il y a une limite à l'explication de Bourdieu, c'est qu'il explique pourquoi les inégalités d'orientation se produisent, mais il rentre finalement pas tellement dans le détail, au-delà de ces deux notions, capital social, capital culturel, de comment ces inégalités se produisent concrètement au fil des parcours des élèves d'origine défavorisée. Donc, on va basculer sur une deuxième partie avec un questionnement. Est-ce qu'il existe une explication des inégalités d'orientation qui permette enfin de se donner les moyens d'agir pour les réduire? Pardon, hop, voilà. Donc, on a compris, il faut comprendre comment les élèves défavorisés en viennent progressivement à sortir des voies d'orientation qui pourraient les conduire à de meilleures opportunités. Et donc, on va changer de regard pour voir l'orientation comme un processus de participation qui implique, on va le voir, des risques de sous-participation. Et on va essayer de comprendre ce processus de sous-participation et ça va nous permettre de voir comment on peut agir dessus et aussi la place justement du mentorat dans ces interventions pour réduire les inégalités en orientation. Hop. Alors, voir l'orientation, désolé pour la diapo un peu chargée, non pas comme un moment ponctuel de libre arbitre, mais vraiment comme une chaîne, ça suppose de se dire, finalement, l'orientation, les décisions d'orientation, elles sont construites dans le temps, par une succession d'expériences. Une succession, ça va être un mot important, d'apport qu'on reçoit. Donc, pour décider, il faut avoir des apports. Ces apports, c'est ce qui va permettre de découvrir des possibilités, donc ce qu'on appelle élargir le champ des possibles, expérimenter pour comprendre ses goûts et se projeter. On a besoin d'expérimenter pour savoir si on se reconnaît dans une activité, dans un environnement, dans un type de lieu de travail et ainsi de suite. Si on n'est pas dedans à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on ressentira quand on y sera. Et il faut être capable aussi d'explorer des pistes par un dialogue ponctuel ou dans la durée avec des référents. Et ici, les mentors jouent un rôle décisif.
Et enfin, il faut consolider sa décision en s'assurant que la prise de risque est faible. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est le fait que vous avez une stratégie de gestion du risque très importante chez les jeunes défavorisés qui vont dire, OK, moi, j'ai bien compris, le prof m'a dit, j'ai le niveau pour aller là-bas, je vois qu'il y a des métiers intéressants derrière, je vois qu'on peut très bien gagner sa vie, mais je vois aussi que personne dans mon entourage n'y a été, je vois pas très bien si j'échoue, comment je pourrais rattraper le temps perdu, je vois pas de passerelle si j'échoue pour voilà, me réorienter différemment. Et donc, bah, je vais pas prendre de risques. Même si je sais que je peux le faire, même si j'y aspire, comme je trouve que c'est trop risqué, bah, je vais prendre une autre décision d'orientation. Et cette stratégie de gestion du risque, elle est extrêmement importante parce que là, il y a un avantage décisif des jeunes socialement favorisés avec un entourage, des parents, des proches qui vont dire, ne t'inquiète pas, ce n'est pas une prise de risque. Tu sais très bien que si tu as un problème à ce moment-là, on est là. Tu sais qu'il y a tonton Jean-Pierre qui est prêt à te reprendre dans sa boîte à tout moment comme directeur. Ça fait 3 ans qu'il t'en parle à Noël, etc., etc. Donc vous avez une espèce de confort autour de la décision que ne vont pas avoir des jeunes défavorisés qui vont être, eux, dans une gestion du risque. Donc ça, c'est un élément que je voulais vous partager, que je trouve vraiment très, très important. Et donc, si on reprend un peu cette chaîne des étapes, des apports pour l'orientation, on peut se dire, bah, si à chaque étape, je n'ai pas les apports qu'il me faut, bah, les choix d'orientation à la fin, bah, ils seront très restreints, très limités, et les choix ambitieux et réalistes, bah, ils deviendront de plus en plus improbables. Et donc, vous avez des élèves qui décrochent, vous avez des élèves qui participent moins, et qui se retrouvent dans un phénomène de sous-participation. Et voilà, c'est une description un peu schématique et logique en même temps, puisque c'est vraiment cette idée d'une chaîne des apports pour la participation en orientation, participation à des formations, participation aux études supérieures, participation à un métier, un secteur. Et donc, vous avez toutes ces étapes qu'on a vues un peu ensemble, découvrir, se projeter, explorer activement, consolider, décider. Et à chaque étape, vous avez des élèves qui vont avoir moins d'apports du fait de leur milieu familial, territorial, de leur genre. Et vous avez des associations comme Job IRL et bien d'autres acteurs aussi qui agissent sur ces différents niveaux pour compenser les apports que ne reçoivent pas ces jeunes défavorisés. Et donc, on va aider à découvrir les métiers, on va aider à rencontrer des professionnels pour avoir des échanges, on va aider à vivre des expériences concrètes en lien avec les métiers, l'entreprise et les études. Et on va aussi, et le mentorat est décisif là-dessus, donner une réassurance, une capacité de projection, une forme de confiance en soi qui est décisive pour aller au bout de la prise de décision, pour arriver jusque-là, décider, choix formel d'orientation. Et donc voilà, finalement, les inégalités en orientation seraient le résultat d'une participation inégale aux étapes qui rendent les choix possibles. On va se demander maintenant rapidement quelle est la place qu'occupe le mentorat dans cette chaîne de participation. Et on va voir que le mentorat, il est un peu partout. Donc, je vous ai mis à droite, c'est les chiffres d'impact du programme de mentorat de Job IRL sur la dernière année. Et donc, c'est les questionnaires qu'on fait remplir aux mentorés à la fin du programme de mentorat. Et où, comme vous le voyez, on est systématiquement au-dessus de 9 mentorés sur 10 qui déclarent un impact positif sur les différentes entrées qu'on a décrites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le mentorat, à la fois, il va intervenir sur des enjeux ponctuels, Parcoursup, la recherche de stage ou d'alternance, une lettre de candidature, la recherche peut-être d'un pro avec lequel discuter dans un domaine, etc. Mais le mentorat, c'est aussi ce qui va apporter un fil rouge, un fil conducteur, qui va permettre aux élèves de discuter de leurs différentes expériences et de leurs réflexions avec une personne neutre. Donc une personne neutre, c'est quelqu'un qui n'est pas du quartier, c'est quelqu'un qui n'est pas la famille, c'est quelqu'un qui n'est pas un ami proche, ce qu'on appelle les pairs, PAIRS, c'est quelqu'un de neutre qui va pouvoir donner un regard rassurant, sans pression et sans la représentation que le jeune veut absolument donner de lui-même à son entourage.
son identité passée, si je puis dire. Donc, il y a vraiment un moteur d'émancipation dans le mentorat qui va se retrouver à la fois sur ces enjeux ponctuels et à la fois de façon plus globale sur le fil rouge. Et on peut dire que voilà, l'impact principal du mentorat comme fil rouge, c'est le gain de confiance en soi des jeunes, qui ressort là encore avec 9 jeunes sur 10 qui nous disent j'ai gagné confiance en moi grâce à mon mentor, grâce à ma relation de mentorat. Et on voit donc très bien ici que par le dialogue, le mentorat permet de dépasser des barrières qui pourraient les empêcher de faire des choix d'orientation qui leur conviennent vraiment. Hop, je continue, on arrive, je vous rassure, vers la fin. Et au-delà du mentorat, on peut se poser la question avec tout ce qu'on a vu là sur cette chaîne de participation qui concerne finalement un peu toutes les dimensions du quotidien de la vie des jeunes. Est-ce que au-delà du mentorat, au-delà des associations, il y a d'autres gens qui peuvent aider les jeunes? Bah, on peut se dire que oui, tout le monde. Si on accepte que les possibilités pour un jeune, elles se construisent au fur et à mesure des expériences, des dialogues, des rencontres et ainsi de suite, alors chacun de nous association, mentor ou autre, peut aider en aidant à élargir les possibles envisagés par les jeunes, ne serait-ce que ça. Et donc, c'est une responsabilité collective, au-delà des acteurs à proprement parler de l'orientation, que d'aider les jeunes défavorisés et les jeunes en général à élargir leur vision des possibles, à gagner confiance en eux, à mieux gérer le risque, la prise de risque, pour pouvoir prendre des décisions in fine réellement choisies. Et donc tout ça nous amène un petit peu, en conclusion, nous ramène à notre point de départ. Notre point de départ, c'était finalement qu'est-ce qu'une orientation réellement choisie? Eh ben, pour conclure, on peut se dire que vous avez compris que la liberté en orientation, c'est certainement pas quelque chose de spontané qui ne se travaille pas. C'est pas une donnée de départ. C'est pas un pur libre arbitre. C'est permettre à des jeunes de faire des libres choix en les aidant à comprendre ce qu'est ce choix, ce qu'il implique, comment ils peuvent se projeter dedans, ce qu'il peut leur apporter à terme, et en même temps toutes les limites de ce choix aussi. Et quand on parle de possible, au sens de l'orientation, pour un jeune, ça suppose que la personne, on va le rappeler, sache que ce possible existe, peut imaginer ce qu'il implique, visualise comment accéder à ce possible, et enfin le perçoit comme un choix légitime. Donc, un possible qui n'est pas connu, un possible qui ne me paraît pour moi, c'est pas un possible qui est réel. Il va pas rentrer dans la question de la liberté de l'orientation de ce jeune-là. Ce qui est réel, c'est ce dont on sait qu'il existe, on est capable de l'imaginer, on est capable de s'y projeter et on s'y perçoit comme légitime. Et donc, on peut arriver à une définition d'une véritable orientation choisie et répondre à notre question de deux parts. C'est, selon moi, l'accès effectif à tous les apports nécessaires pour prendre une décision d'orientation totalement éclairée. Et c'est donc la conclusion de ce petit exposé. Hop, je pourrais repartager la dernière diapo pour vous faire réagir, mais je m'arrête là déjà. Je vous remercie de votre attention. Et puis, on a un petit moment, si vous le souhaitez, pour des questions-réponses ou simplement vos remarques, partage d'expérience, bien sûr. Toute remarque est la bienvenue. Merci Jules pour cette présentation. J'ai déjà vu une question normalement dans la conversation. Je crois que c'était Marie qui avait une question et je vois Eolia désormais. Oui, tout à fait. En fait, là, ce que vous avez, nous avez expliqué, moi, ça me fait écho quand même pour le parcours aussi d'une personne qui a plus de 30 ans et Oui, qui rencontre également des difficultés pour récupérer des infos, notamment dans le cadre de la réorientation de carrière. Et ça reste quand même un parcours du combattant. Et j'ai une pensée, notamment pour les personnes qui ne sont pas très agiles quant aux recherches informatiques sur Internet, qui ne savent pas se servir de l'IA pour lui donner des instructions claires pour que l'IA fasse la recherche à sa place, parce que
voilà, ça reste quand même un gros travail. On ne sait pas exactement ce que l'on veut faire. Il y a aujourd'hui reste un outil de recherche gratuit pour ce genre de Ouais. choses, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Et, et donc c'est tout. C'est ma remarque. À travers mon Non, parcours non, mais professionnel, moi j'ai changé d'orientation et c'est vrai qu'à certains moments, j'aurais bien aimé que quelqu'un me prenne la main et me dise attends, ça va être beaucoup plus simple que tu ne le penses. Voilà. Donc je vous je remercie pour résout ce cette remarque. traumatisme aujourd'hui en étant mentor chez Job Viré. La thérapie par le mentorat, c'est pas mal. Exactement. Non, non, mais très bien et merci. Et c'est marrant parce que je rebondis tout de suite sur le fait que vous avez dû voir à un moment donné dans les diapos. Je dis que cette analyse, elle est inspirée des travaux de Patricia Cross, Beyond the Open Doors. Et c'est une spécialiste de la participation des adultes aux études post-bac, aux formations d'études supérieures, qui justement va dire qu'en plus des difficultés rencontrées par les jeunes défavorisés, on va avoir d'autres difficultés, la rupture générationnelle sur les outils, justement, qui permettent de se renseigner, de se projeter et ainsi de suite. Mais aussi, alors ça joue aussi au niveau des élèves à un différent niveau, mais des gens qui ont eu des expériences passées de formation ou d'emploi qui ont diminué leur confiance en eux, qui les ont rendus moins résilients et donc là, c'est pareil. Il faut là aussi une forme de mentorat, de tutorat pour amener plus de résilience et pousser les gens à dépasser ces barrières. Donc, non, non, merci beaucoup. C'est très intéressant. Je vois que Eolia aussi avait une question sur les formations payantes. Je sais pas si voilà. Oui, Oui, je vous entends payer bien, mais la caméra, je sais pas pourquoi elle est HS. Bon. Vous m'entendez tous, c'est bon? oui, 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 Déjà que le micro marche, voilà. En fait, c'était pas forcément pour formation payante, c'était enfin pour des études vraiment, vu qu'on parlait de l'écart avec les jeunes favorisés et défavorisés, et en fait, pour le coup, on part du principe qu'il faut que ce soit ambitieux et que, enfin moi, c'est ce que je pousse mes mentorés à partir du principe qu'il faut pas se fermer de porte et qu'on verra après. oui, Bah, qu'est-ce qui est réalisable ou pas, concrètement. Mais c'est vrai que si jamais il y a un jeune qui a vraiment le désir de faire des études, bah, on parlait du droit par exemple, admettons, enfin je sais pas, un truc privé, donc qui est payant, oui, oui, et que ce jeune-là, bah, il n'a pas les moyens, ou enfin ses parents ou n'importe qui en fait, et tout simplement ses études ne peuvent pas être payées, ça veut dire qu'en fait, nous, notre rôle, ça va être de comment est-ce qu'on va l'accompagner dans le fait de se dire, bon, bah, moi, je vais pas payer pour toi, c'est sûr, mais comment est-ce qu'on peut, je sais pas, enfin, l'accompagner de le fait de, on va dire, entre guillemets, faire son deuil en disant, bon, bah, je sais ce que je veux faire, mais en fait, ben, je peux pas derrière parce que financièrement, c'est pas possible, quoi. oui. Merci. Oui, oui, ben on retrouve, oui, Michel, on va vous Ok. écouter juste après, mais on retrouve, bah, allez-y, Michel, tiens. Hop, Oui. Bon, tout on d'abord, va merci faire. beaucoup pour votre présentation, cette synthèse qui est vraiment très claire. Voilà. Moi, je vais revenir un petit peu sur l'intervention de la personne qui Ouais. vient de parler, parce que je rencontre un peu la situation. Je suis un jeune qui est en contrat jeune majeur de l'ASE, qui est camerounais, qui vit en banlieue, donc qui coche toutes les cases de CSP moins. Quand j'ai eu la première fois, en fait, il s'était fait entre guillemets draguer justement par des écoles payantes. Parce que quand ils vont chercher des renseignements, ben forcément, ils vont tomber tout de suite sur des. Quand ils vont chercher même des renseignements sur de l'alternance, ils tombent sur des pubs d'école. Donc au départ, ils partaient avec l'idée BTS, domotique, robotique. Et, et pour répondre à la précédente interlocutrice, dans la discussion, c'est vrai que j'ai réussi à lui dire qu'il va falloir élargir. Il a de bons résultats, donc finalement il a demandé BUT et même il m'a dit, ce qui était pas, dont on n'avait pas discuté, même licence. Et moi je lui ai un petit peu expliqué quand même le mécanisme de certaines de ces écoles qui avaient inversé la tendance, quoi. C'était un business et qu'il fallait vraiment faire très très attention et que de préférence, s'il peut, de mettre déjà des écoles non payantes, parce que déjà en plus, sa situation fait que financièrement, il a de gros soucis. Donc je crois
il y a aussi ça, quoi, en leur expliquant comment ça fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas qu'il y a des tas d'écoles, en fait, qui ont été rachetées par des fonds de pension, et c'est purement du business. Et, Ouais. et voilà, donc tout à fait égoïstement, je suis assez satisfait qu'il ait élargi. Après, on verra bien. Et puis après, j'aurais une question, mais qui a peut-être rien à voir avec le débat, c'est où chercher des bourses potentielles pour ces jeunes qui sont vraiment dans des situations financières très, très, très difficiles. Voilà. Merci, Ouais. Flex. Alors, merci à vous deux pour vos questions, avec effectivement une continuité entre les deux, avec d'abord la question monétaire. Hein. C'est marrant parce que moi, je suis spécialiste à la base de l'Angleterre et on se plaint beaucoup que là-bas, les études sont payantes, sauf que vous avez là-bas un système qui fait que justement, les jeunes ne payent pas les frais d'inscription quand ils arrivent à la fac. C'est une banque qui fait un prêt qui donne directement à l'université l'équivalent de leurs frais d'inscription. Et à la fin, quand ils ont leur diplôme, ils commencent à rembourser uniquement une fois qu'ils sont en emploi et uniquement s'ils gagnent plus qu'un certain niveau de salaire annuel. Ça veut dire vous ne rembourserez rien si vos études ne vous ont pas permis d'atteindre un certain niveau de salaire. Bon, voilà, là on a un système rationnel, équitable en tout cas, qui veut se présenter comme tel, et on peut aider les jeunes, on va y arriver, hein, à faire de la gestion du risque de façon optimisée. La difficulté dans tout ce que vous montrez, c'est effectivement cette question de la gestion du risque. On peut toujours faire un emprunt, on peut toujours s'endetter à mort. Il y a pas de problème, on peut le faire. La question, c'est quel risque ça représente et est-ce que ce risque est justifié comparativement aux avantages que je vais retirer du fait d'aller dans cette formation plutôt que dans une autre. Donc, moi, mon réflexe face à quelque chose comme ça, ce serait de dire, OK, il y a des écoles payantes qui semblent proposer quelque chose qui te correspond. D'une part, est-ce que tu pourrais quand même enquêter un peu sur cette école, regarde un peu les taux d'insertion à la sortie, et si possible, essaie de contacter un étudiant ou deux qui y sont actuellement. Alors, vous pouvez utiliser Job IRL pour ça, il y a d'autres plateformes aussi, pour demander simplement s'ils sont contents d'y avoir été, si ça se passe bien, et s'ils ont l'impression que ça valait la peine de dépenser autant d'argent pour y aller. Il ne faut pas hésiter à demander directement comme ça, à dédramatiser en disant bah, pourquoi pas, tu as raison, enquête, regarde, mais en disant bien à un moment donné, ce qui compte, c'est que tu pèses avantages, inconvénients, prise de risque, et que tu fasses quelque chose qui, toi, te mette à l'aise. Et là, vous avez la possibilité, comme vous l'avez fait, de dire il y a énormément d'écoles publiques, énormément d'établissements post-bac publics qui offrent des formations souvent de meilleure qualité que les formations payantes. Et donc, si tu souhaites qu'on regarde, bah, regarde de ton côté, dis-moi dans notre prochain échange si tu en as trouvé qui sont intéressantes et qui finalement proposent la même chose que l'école privée dont tu m'avais parlé. Enfin voilà, vous voyez comment déplacer lentement la question sans brutalement dire c'est une mauvaise idée, mais en disant simplement réfléchis bien, prise de risque, le coût, comment le vivent ceux qui y sont, est-ce que vraiment il y a du boulot à la sortie, etc. Voilà. Et c'est cette façon d'enquêter un petit peu et de dialoguer sur la base de ce type d'enquête peut, à mon avis, améliorer cette question-là. La question où chercher des bourses, bon, en France, elle est galère. Euh, où chercher des bourses? Bah, des bourses à proprement parler, il y en a peu, hein. Celles qui sont publiques, elles sont pas énormes, voire faibles. Euh, Vous avez évidemment des fondations qui proposent des bourses au mérite. Regardez de ce côté-là. Et après, moi, je pense qu'il faut pas trop avoir peur de l'emprunt si ça rentre dans une justement de gestion du risque sécurisée. Si je suis sûr de ma décision, que je suis sûr que je vais trouver ce dont j'ai envie, besoin, et ben là, on va avoir une barrière française mentale du il faut surtout pas s'endetter pour des études. Bah, finalement, ça mérite peut-être un peu réflexion aussi dans certains cas. Évidemment pas dans la majorité des cas. Bon, voilà ce que spontanément peut vous répondre. Merci. Et pour compléter ce que dit Jules, que ce soit sur les formations payantes
On a la chance, en effet, en France, d'avoir encore un enseignement public qui va être parfois d'une meilleure qualité et aussi un point important sur ces questions-là, pour le voir aussi dans les salons où on est souvent présent. Pas mal de ces formations payantes nouvellement voilà créées, ne sont pas reconnues. Les diplômes ne sont pas reconnus par l'État pour certaines. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu non seulement de renseigner les jeunes, donc vous mentorez sur ces aspects-là, mais aussi de leur rappeler voilà que c'est loin d'être la gratuité ne veut pas dire voilà la médiocrité sur l'enseignement, loin de là quoi. C'est Et en très ce qui important concerne ce que tu dis, hein, sur le voilà. fait qu'il y a des diplômes qui ne sont pas reconnus, c'est très important comme argument aussi. Oui, vas-y, pardon. Non, non, juste pour répondre sur les bourses, en effet, c'est vraiment pas, il n'y a pas de réponse magique. Seulement, voilà, un des angles qu'on n'utilise pas toujours, c'est aussi les municipalités. Même pour un jeune étranger, parfois, il peut y avoir, dépendant aussi de la mairie, potentiellement, voilà, des aides qui peuvent être allouées à des jeunes étudiants ou à des jeunes, voilà, précaires. Donc voilà, il faut vraiment essayer de C'est tenter très un peu souvent en mérite aussi. tout à Et fait. c'est vrai que pour beaucoup de jeunes, c'est pas forcément évident de s'y retrouver dans l'ambiguïté entre les reconnaissances au RNCP, les reconnaissances donc par les chambres de commerce, puis par l'éducation nationale. Euh, c'est pas forcément simple. Et l'idée que parce que c'est payant, c'est mieux, dans certains cas sans doute, moi je ne porte pas Ah, de jugement de valeur a priori, mais elle peut être quand même un petit peu ancrée, quoi. En plus, pour certains jeunes en difficulté, postuler pour une école privée, quelque part, c'est accéder à un statut qu'ils n'ont pas. ah, Et il y a beaucoup de fantasmes et de il y a symboliques vachement de derrière. fantasmes, hein. Ah ben oui, Mais ces écoles privées, elles ont trouvé une stratégie offensive très, voilà, commercialement qui fonctionne, hein. On va donner l'illusion aux parents défavorisés qui pensent qu'il suffit de payer pour sécuriser leur enfant, qu'avec nous, il sera sécurisé, que oui, on filera un diplôme, mais on dira pas qu'il n'est pas officiel ni valable. Et on va dire qu'on a des partenariats avec plein d'entreprises, alors qu'en fait, les jeunes se retrouvent à courir après des entreprises pour trouver un stage le moment venu. Enfin, c'est terrible ces écoles-là et elles ciblent précisément les jeunes défavorisés des quartiers parce qu'elles savent que voilà, on vend le fantasme, on vend vraiment et presque anglo-saxon. C'est oui, en France c'est gratuit, c'est nul. Donc si c'est payant, c'est comme ailleurs, c'est mieux. Et on a des vrais diplômes. Donc bah ça, voilà, on peut pas faire grand-chose d'autre que d'être pédagogue là-dessus et de dire oui, oui, c'est possible, oui, oui, tu as raison de t'y intéresser, mais regarde bien. Moi, je le verrais comme ça. Tout à fait. Et je relais les propos donc de Marie et de Sophie qui invitent aussi pour ce qui est des bourses à aller voir du côté des départements, des régions, aussi contacter les assistantes sociales du Crous. Enfin voilà, il faut vraiment essayer d'actionner tous les leviers dans ce genre de moment. C'est Mais une qu'il porte faut qui est être honnête aussi avec les jeunes, il faut leur dire que ça reste quand même un parcours, il faut prendre son bâton de pèlerin, puis il faut y aller, il faut persévérer, faut rien lâcher, parce que parfois on peut se demander aussi si en face, enfin, selon la personne sur laquelle on tombe, il y en a qui vont être très encourageants, qui vont vraiment reprendre la main, encourager, distribuer, aider, puis d'autres qui, on se demande s'ils ne font pas exprès en fait d'empiler des obligations ou des demandes de documents pour décourager les gamins. Et ça, c'est vraiment pas évident pour eux. Et c'est questionnant. C'est questionnant. Parce que dans un autre cadre, ils ne feraient pas pour une entreprise. Donc, c'est ça, moi, qui me dérange le plus. Vous avez raison. un dernier mot peut-être, Jules, avant de conclure, sauf s'il y a encore des questions. Euh, Oh, bah, un dernier mot, non, mais bravo et merci d'être avec nous, d'aider ces jeunes, de donner de votre temps. Enfin, moi, je suis extrêmement impressionné quand je vois la communauté de mentors de Job IRL qui se développe avec des gens qui restent, qui renouvellent l'expérience. Et je suis certain que ces apports-là que vous faites vis-à-vis des jeunes changent des vies, changent vraiment des parcours de vie et est-ce qu'on peut avoir plus d'impact sur quelqu'un que de changer un parcours de vie au moment où il entre dans sa vie d'adulte? Ben, je sais pas. Donc moi je dis simplement chapeau, continuez. Et puis plus vous le faites, mieux vous le faites et plus vous apportez de l'aide
encore une fois décisive, on l'a vu pendant ce webinaire, à des jeunes qui en ont besoin, puisque vous avez vu les statistiques au début, il y a vraiment une situation à renverser. Voilà, donc on va pas faire la révolution politique proposée par Bourdieu, mais à chaque jeune, on peut lui faire une petite révolution qui peut changer son avenir. Donc bravo à tous. Merci. Donc, Merci. voilà, je me joins aux remerciements de Jules et aussi merci pour votre présence aujourd'hui. Euh, je vous souhaite donc à tous une bonne journée et au plaisir de poursuivre nos échanges avec vos mentorés. Merci. Merci encore. Au revoir tout le monde. Merci.